Savane TV, c'est plus que de la télé. C'est Thomas Sankara. Nous ne réclamons rien, nous réclamons un franc symbolique pour le préjudice moral causé. C'est ce qu'a indiqué la famille Sankara lors des plaidoiries sur les intérêts civils à la salle des banquets de Ouaga 2000. L'État burkinabé lui réclame plus de 2 milliards de francs CFA, la substance du procès dans cette édition. Cela fait 23 mois que Lionel Kabouy a perdu la vie devant l'hôtel Palace à Ouagadougou. La famille réclame que justice lui soit rendue puisque la famille estime qu'il a été assassiné par les gendarmes qui étaient en faction à l'hôtel Palace. Vous entendrez le père de Lionel Kabouy dans ce Savane soir. À sport, nous parlerons de l'arbitrage, notamment des lois du jeu, car une formation a été initiée au profit des arbitres pour renforcer les capacités. Nous en parlons en fin d'édition. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du soir. Comme annoncé au début de ce journal, la famille Sankara réclame uniquement un franc symbolique en termes de dommages et intérêts. L'État burkinabé réclame par contre plus d'1 milliard de francs CFA. L'audience sur les intérêts civils dans le procès Thomas Sankara et ses 12 compagnons s'est ouverte aujourd'hui. La prochaine audience sera ouverte le 10 mai prochain pour le délibérer. Stéphane Sanou nous donne plus de précisions. Au titre des dommages et intérêts, il faut retenir que la famille Sankara réclame un franc symbolique. Ce franc symbolique représentera la réparation du préjudice moral. Par contre, les ayants droit de Thomas Sankara réclament la restitution des biens matériels emportés, notamment la bague de mariage de Thomas Sankara, son pistolet et autres. Les avocats de la famille Sankara ont réclamé un franc symbolique au titre de leurs honoraires. Lors des plaidoiries sur les intérêts civils, 3 avocats de la partie civile inscrits à des barreaux extérieurs ont réclamé 50 millions de francs CFA pour leurs frais de déplacement et séjour dans le cadre du procès. Quant à l'État burkinabé, il demande plus d'1 milliard aux accusés condamnés pour les préjudices subis. Cette somme devra être payée par l'ensemble des 11 condamnés. Après avoir donc écouté toutes les parties, à savoir les avocats de la défense, les avocats de la partie civile, le parquet militaire et l'agent judiciaire de l'État, le tribunal va se prononcer sur les demandes de réparation à lui soumises le 10 mai prochain à partir de 10 h. 23 mois après l'assassinat du jeune Lionel Kabouy devant Palace Hotel, la famille attend que justice soit rendue avant donc de faire le deuil. Assassinat parce que le père de Lionel Kabouy est convaincu que son fils a été criblé de balles à la nuque. Emmanuel Kabouy s'en remet aux nouvelles autorités pour situer les responsabilités. Il était face à la presse ce matin. Les précisions, c'est avec Fatih Sankara. 23 mois après le décès tragique de Lionel Kabouy, sa famille ne s'en remet toujours pas. L'émotion reste vive avec autant d'interrogations sans réponse. Malgré les explications officielles données sur cette mort tragique, le père de Lionel Kabouy est catégorique. Son fils a été assassiné par l'un des 3 gendarmes en faction devant Palace Hotel dans la nuit du 6 juin 2020. Lionel Kabouy n'avait aucun antécédent avec la gendarmerie et a été assassiné sans motif. Ceux qui ont fait poser l'acte ont profité pour, je n'ai pas menti, mais vraiment, que la vérité ne sorte pas. Pour laisser croire que Lionel était un bandit qui était armé, qui portait une arme, tout ça. Alors que ça c'était totalement faux. Donc, si le procureur s'était déplacé, au moins il aurait vu la portion du véhicule. Rapidement, il aurait compris que non, c'est les gendarmes qui ont tiré sur l'enfant. Donc l'autopsie qui a été réalisée a permis de sortir une balle de Kalash
je le confirme, j'assume. C'est une balle de Kalash qui a assassiné Lionel. Une analyse balistique aurait permis rapidement de savoir la provenance de la balle et qui l'a utilisée. C'est la déception, parce que dans notre pays, il y a des comportements de ce genre, de la part de ceux qui sont chargés de nous défendre, de nous protéger. C'est dramatique quand même. Ce qui écoeure davantage Emmanuel Kabui, c'est qu'on a tenté de faire savoir que son fils est mort par accident. Pire encore, les autorités ont délivré un certificat de décès à la famille sur lequel il est mentionné « mort de sa maladie ». Pourquoi les gendarmes, les mêmes gendarmes là, quand les sapeurs-pompiers sont venus, ils ont induit en erreur les sapeurs-pompiers en leur disant d'aller dire que l'enfant a cogné un poteau, qui est la cause de sa mort. Bon, visiblement, il y a encore un problème. Et tenez-vous bien, c'est ce que les gendarmes sont partis répéter à l'hôpital. Pourquoi les sapeurs-pompiers ont quand même accepté de défendre telle cause alors que visiblement, en amenant l'enfant, il saignait de la nuque. Si la cogné un poteau, c'est la face qui est chaude, ce n'est pas la nuque qui devait être concernée. Pourquoi les gendarmes, le lendemain matin, sont venus faire disparaître les étuis de balles? Ils sont venus ramasser les étuis de balles là. Ils ont retiré la cassette vidéo à l'intérieur de l'hôtel. Pourquoi retirer la cassette vidéo? Pourquoi le procès verbal instruit par la gendarmerie de Ouaga 2000 a fait plus de 6 mois avant de parvenir au parquet? Et le plus drôle, c'est que quand le chef de CD est venu vers 7 h, on nous fait un papier, constat de décès, Lionel Kabui Roméo, décédé le 6/6/2020 à 4h45, salle B, lit numéro 2, de suite de sa maladie. De suite de sa maladie. Comment moi sa maladie alors qu'il a une balle à la tête? La famille de Lionel Kabui n'est pas prête à baisser les bras. Elle ira jusqu'au bout pour faire connaître la vérité. Je ne dis pas que nous ne mettons pas ça. Nous avons éduqué notre enfant pour qu'on vienne dire aujourd'hui que c'est un bandit, c'est chaud. Il ne mérite pas ça. Et tant qu'on aura les possibilités de lutter, on va le faire. Tant que la justice ne va pas trancher cette affaire-là, on va toujours se battre. La famille Kabui interpelle les autorités de la transition sur le dossier Lionel Kabui. C'est après la clarification de cette affaire qu'elle fera le deuil. Pour la suite, nous parlons de manifestations, puisque le samedi dernier, des centaines de manifestants sont sortis pour demander aux autorités actuelles du pays de mettre fin à la coopération militaire avec la France et de se retourner vers la Russie, la Chine, la Corée du Nord. Pour ces manifestants, coopérer avec la Russie permettra de lutter efficacement contre le terrorisme. Mais les choses ne se sont pas bien passé puisque ces manifestants ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Daouda Yameugo et Judikael Soubeiga nous font revivre cette manifestation. À bas la France, non à la force Barkhane, armée française dégage, oui la Russie, oui la Chine, pouvait-on lire sur les pancartes. Abdulkader Kabouré, un marcheur, a martelé que les autorités doivent changer de partenaire militaire pour lutter contre le terrorisme. C'est pour demander à nos autorités de changer la coopération entre le Burkina et la France. On n'en veut plus. Voilà. Trop c'est trop. Voilà. Depuis 60 ans, depuis 1960, soi-disant indépendant. Ouais. Est-ce qu'on est vraiment indépendant? Non. On n'est pas indépendant. Non. Le Burkina Faso ne peut pas se procurer des armes sans passer par la France. Pourquoi c'est comme ça? On en a marre, on n'en veut plus. Le Mali est un exemple. Oui. Il y a le ministre, le porte-parole qui dit que le Mali n'est pas le Burkina. Certes, mais le Mali a montré l'exemple. Et c'est le bon exemple que nous on veut. Ça. Nous on veut plus de la France. C'est pas les Français qu'on déteste. Non. On aime les Français. C'est la politique française qu'on veut plus. On en a marre. Pour les manifestants, le président Paul-Henri Damiba doit se décider comme le président malien Assimi Goïta et collaborer avec la Russie. On veut la Russie. On veut la Russie. On veut la Corée du Nord. La Corée du Nord. Et la Russie. On ne veut plus de la France. Parce que si la France était vraiment honnête, sincèrement, cette année, c'est pas cette année, ça veut dire
Au période où nous sommes actuellement, le Burkina n'allait pas subir ces genres d'attaques. On en a marre. On ne peut pas comprendre que le Burkina a une armée qui se dit vraiment armée républicaine et jusqu'à nos jours, le terroriste, il nous terrorise toujours. On ne peut plus comprendre ces genres de trucs. Donc on n'en veut plus. La France qui se dit puissance mondiale, qui fait partie de la puissance, pourquoi on ne peut pas comprendre que la France ne peut pas nous aider à exprimer ces terroristes? On ne peut pas comprendre. C'est lui le terroriste là. Hein, c'est la France qui est complice de ces terroristes. Selon les manifestants, si leurs doléances ne sont pas prises en compte, des mobilisations plus grandes seront organisées les jours à venir. Nous parlons d'un espace vente de produits locaux au profit des musulmans. Il s'agit de la première édition de la foire spéciale Ramadan. Et cette exposition se tient jusqu'au 2 mai prochain. Alors Micheline Zongo a fait un tour à cette foire suivant son reportage. Spéciale foire de Ramadan est une foire d'exposition des produits locaux du terroir burkinabé. Il est ouvert à tout le monde, notamment les musulmans qui vont fêter bientôt la fête de Ramadan. On avait l'habitude d'aller dans les autres pays pour participer à des foires de Ramadan. Et voilà pourquoi l'idée est née. Nous, on a essayé de créer ça aussi au Burkina Faso pour pouvoir montrer aux musulmans qu'on peut aussi faire une foire à leur profit. Parce que l'idée aussi, c'est de promouvoir nos produits locaux. C'est quand nous partons dans les autres pays, il faut découvrir leur culture. Donc nous voulons les faire connaître, nos produits locaux. Tout d'abord, nous avons des tenues en pain tissé et les pains tissés non cousus aussi. Nous avons les tradipraticiens qui vendent les produits de soins. Nous avons aussi des femmes de Bagré, une association qui est basée à Bagré, des femmes qui fument le poisson de notre eau, donc le poisson d'eau douce. Et nous avons des transformatrices qui transforment par exemple le maïs. Les exposants sont issus de plusieurs régions du Burkina Faso. Les produits de cette foire sont essentiellement alimentaires et vestimentaires. Je suis couturier, styliste, modéliste. On trouve tout ce qu'il faut pour rendre la femme belle. À l'occasion de la fête de Ramadan, alors nous avons des modèles vraiment beaucoup jolis, spéciaux, pour rendre nos mamans très belles le jour de la fête de Ramadan. On travaille avec la matière, c'est du stretch. Voilà comment on appelle cette matière. Du stretch glacé, il ne fait pas chaud dedans et c'est beaucoup spécial et on ne la trouve pas partout et c'est pas tout le monde qui peut travailler avec cette matière. Alors moi je fais beaucoup ce que les autres ne font pas. C'est-à-dire qu'avec moi vous trouvez ce que vous ne trouvez pas ailleurs. Je vendais des médicaments qui s'appellent Dr Kamakama qui vient de Nagrin, arrondissement 7 de Ouagadougou. Nous on vend les produits traditionnels de coco, de hémorroïdes, de inichères, mal à l'arrêt, médicaments à faire laisser de fumer de cigarettes, médicaments à faire laisser fumer, masser de cola, médicaments à faire laisser de tabac, médicaments de coco qui dérangent par femmes, hommes, enfants. C'est des produits qui viennent de Burkina Faso ici. C'est le fruit des arbres et puis son cos. Nous on prend pour faire les médicaments. Cette première édition de spéciale foire de Ramadan, ouverte le 17 avril dernier, se tient jusqu'au 2 mai prochain au camp fonctionnaire de Ouagadougou. À présent, nous parlons de rupture collective. La Fondation Al-Bouchra a organisé le samedi dernier une rupture collective de jeunes avec les agents du groupe Savannah Media. Cela fait 16 ans que la Fondation Al-Bouchra, une fondation présidée par Adama Amadé Soro, organise cet événement. Retour donc sur cette rupture collective avec Abdoulaye Kinda. La Fondation Al-Bouchra a encore sacrifié à la tradition en organisant cette année encore la rupture collective du jeune. Le personnel de la Fondation et le personnel de Savannah Media ont rompu le carême autour d'une même table. Cela après le doigt et les bénédictions formulées par Cheikh Adama Soro.
Cette rupture collective marque une volonté de communion des agents des deux structures. C'est là fait la 16e fois que la structure Fondation Al-Bouchra et Savane Média communient donc ensemble autour d'un repas communautaire, histoire de tisser les liens donc, de solidarité, de travail, d'amitié qui lie les deux structures. Aujourd'hui, vous avez constaté qu'il y avait en tout cas une bonne ambiance fraternelle, confraternelle. C'est ce qui est également donc, recommandé, non seulement pour les adeptes d'une même confession, mais aussi pour les habitants d'un même pays, d'une même nation. En tant que Burkinabé, ce sont ces genres d'activités qu'il faut encourager. Au nom du PDG de Savane Média, le directeur de l'information de l'organe, Soumaïla Rabo, a salué l'initiative de la Fondation Al-Bouchra. Cette façon de faire-là raffermit les liens entre les personnels de Al-Bouchra et de Savane Média. Et en plus donc, du travail, il y a un climat suffisamment convivial qui est partagé, qui est développé pour que nous continuions à travailler ensemble et à partager ce que nous avons les uns et les autres ensemble. 16 ans, c'est pas 16 mois, c'est pas 16 jours et donc c'est lié à l'endurance dans la générosité et le partage du PDG du groupe Al-Bouchra et donc c'est le lieu de lui dire merci. Et également au PDG de Savane Média qui s'est toujours rendu disponible pour s'associer à notre partage. C'est le lieu de demander à Dieu de nous donner le maximum de bénédictions qu'on puisse tirer de ce mois béni de Ramadan et de faire en sorte que nous ayons des années et des années encore ensemble, donc dans la longévité, dans la santé, dans la paix, dans la prospérité pour continuer à faire comme nous avons fait aujourd'hui. Au cours de cette 16e édition de la rupture collective du jeûne, le président de la Fondation Al-Bouchra a lancé un appel aux bonnes volontés afin qu'elles témoignent leur solidarité avec les personnes déplacées internes en ce mois béni du Ramadan. Dans cette édition du 25 avril 2022, nous parlons du festival Diazawaga. Ce festival qui est à sa 30e édition se tiendra du 29 avril au 7 mai prochain à Ouagadougou. Cette année, il est placé sous le thème Diazawaga, 30 ans au service de la musique. Et justement, Diazawaga connaîtra une panoplie d'artistes venus de la Guinée, de la France, du Togo et bien d'autres pays. Le comité d'organisation était face à la presse le vendredi dernier. Les précisions avec Pakisba Mariam Ouedraogo et Daouda Yamego. Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, va vibrer au rythme de la musique jazz du 29 avril au 7 mai prochain. Cette 30e édition marque les 30 ans du festival Jazz à Ouaga. L'ouverture officielle, c'est le 29 avril à l'Institut français, ici à partir de 19h, avec une jam amicale qui sera suivie à 20h30 du concert d'ouverture. Les artistes invités pour ce concert d'ouverture, c'est Patrick Cabré du Burkina Faso et le grand Cheikh Tidiane Seck. Voilà, une fois que c'est ouvert, le 30 avril, on est à l'Institut français, c'est la journée internationale du jazz. Ensuite, le 1er mai à l'Institut français. Le 2 et 3, nous sommes dans d'autres lieux de promotion de la musique à Ouagadougou, comme le jazz, jazz time au Splash Time, le Roof Top Live, c'est des lieux qui font de la musique live. Et le 4 mai, on ouvre le village du festival. Ça, c'est une nouveauté. Le village du festival cette année, c'est 4 jours, c'est du 4 au 7 mai. Donc le 4 mai, on est à la place de la Nation, avec une légende vivante de la musique africaine, Sekou Bembeya Diamond Fingers, le leader du groupe Bembeya Jazz, le mythique groupe Bembeya Jazz, qui sera donc avec Tal Moutaga pour nous proposer une soirée de classiques africains. Pour cette 30e édition, le budget s'élève à plus de 90 millions de francs CFA. Le budget il est autour de 90-95 millions, qui n'est pas encore bouclé, mais on espère le boucler parce que l'avantage, pas l'avantage, mais la crédibilité de Jazz à Ouaga, c'est que on ne doit pas d'abord aux artistes. Les artistes, c'est eux qui font le festival. Tous les artistes qui viennent ou qui sont là, qui prestent,
on reçoit leur cachet. Des artistes venant du Burkina, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Tchad, du Sénégal, de la Guinée, du Niger, de la France prendront part à ce festival malgré l'insécurité au Burkina. Sur ce volet, le comité d'organisation rassure. Depuis quelques années, le contexte sécuritaire nous amène à avoir un budget de sécurité et donc à prendre en compte le volet sécuritaire. Donc tout est pris en compte pour que la police, la gendarmerie et même les militaires soient mobilisés pour assurer la sécurité entre les deux lieux essentiels de tenue du festival que sont l'Institut français et la place de la Nation. Abdoulaye Diallo demande au gouvernement de s'investir dans le festival pour mieux accompagner les artistes. Cette 30e édition du festival Giazawaga se tient sous le thème Giazawaga, 30 ans au service de la musique. Après le festival Giazawaga, nous partons donc à l'international et justement en France. Après la victoire du président français Emmanuel Macron à l'issue du second tour, nombreux sont ceux qui lui ont adressé ses félicitations. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a adressé ses chaleureuses félicitations à Emmanuel Macron. Il s'est réjoui de pouvoir poursuivre avec Emmanuel Macron le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Mohamed Bazoum du Niger a salué la brillante élection d'Emmanuel Macron. Il a ajouté que c'est un partenaire précieux pour le Niger dans la lutte contre le terrorisme. Au Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno a qualifié la réélection de Macron de réélection qui cristallise un couronnement de son action politique interne et de son engagement international. L'Union africaine, pour sa part, a aussi félicité le président français Emmanuel Macron. Nous parlons à présent du sport. L'arbitrage fait l'objet de plusieurs polémiques sur nos différents stades. Soucieuse de cette situation, la commission centrale des arbitres de la FBF a initié le vendredi dernier une conférence sur les lois de jeu réunissant quelques acteurs du football. C'était dans la salle de conférence du CNOSB à Ouagadougou. Je vous invite à écouter quelques acteurs qui apprécient cette initiative. Ils sont au micro de Ruben Wilson Kodjo. On est satisfait en tout cas de la conférence. Surtout on a parlé du fair play, des lois du jeu. En tout cas je suis très content. Ça a été très intéressant parce qu'ils ont développé des modules qui vont nous aider à mieux comprendre les lois des jeux. Il faut dire que la question du hors-jeu m'a beaucoup impressionné et ça m'a permis de savoir que dans nos stades, s'il y a des faits comme ça, je pourrais donner peut-être mon appréciation également. On a compris beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas ou qu'on croyait comprendre et pourtant ce n'était pas le cas. Et je pense que ça va beaucoup apporter au football féminin et masculin. L'aspect qui m'a beaucoup marqué surtout c'est l'hors-jeu parce que ça fait vraiment beaucoup de polémiques lors des matchs. Le message que j'ai là, moi je voudrais demander au public sportif en général d'être fair play et de faire confiance à nos arbitres. Comme on aime dire, un enseignant qui cesse d'apprendre doit cesser d'enseigner. Nous entraînons les joueurs et il est bon d'avoir la vraie information, la juste information. Tous ceux qui crient, parce que souvent quand il y a réaction, les gens regardent d'abord l'assistant technique, les supporters nous regardent en tant qu'entraîneurs. Et nous sommes censés détenir le savoir. Moi, je suis un peu au regret de voir que la salle n'est pas bondée, alors que c'est là que ça commence tous les problèmes. Je pense que c'est une rencontre qu'il fallait suivre coûte que coûte. Parce qu'on a vu les changements comme au niveau de la faute de main. Ça nous donne déjà une autre appréciation de comment enseigner, que la balle soit au niveau des attaquants comme au niveau des défenseurs, comment il faut faire. Surtout, on voit souvent des situations, on dit que quand ça touche une partie du corps avant de toucher la main, bon, moi j'avais une autre compréhension, mais dès que les joueurs tirent un avantage, le but est annulé. Donc je crois que c'est ça, on ne doit plus tergiverser, que c'est involontaire, que ça soit volontaire ou involontaire, si l'attaquant
a touché la balle, rentre directement avec la main, ou ça a touché la main avant qu'il ne contrôle pour marquer, le but est refusé. Ça au moins c'est un fait indéniable, il faut faire appel. Au niveau de la défense aussi, si la balle touche le pied, par un défenseur qui voulait contrôler, ça touche le pied, ça a touché la main, même si c'est dans la surface, il n'y a pas de pénalité, parce qu'il ne tire pas un avantage particulier. C'est quand la balle est en attaque que ça peut. Pour les défenseurs, c'est un peu toléré. Ça, c'est déjà un acquis. Et le hors-jeu aussi, il y a eu des mouvements. Donc maintenant, on peut siffler hors-jeu dans ton propre camp. Ça dépend de là où tu as touché la balle. Nous restons avec la commission centrale des arbitres de football de la FBF pour parler de stage de renforcement des capacités des arbitres de Ligue 3. Ce stage a eu lieu du 21 au 23 avril dernier au siège de la FBF, Ruben Wilson Couture. Cette formation de 72 heures a permis à 46 arbitres venus des différentes ligues de parfaire leur connaissance sur les lois du jeu, l'harmonisation des pratiques de l'arbitrage et le renforcement de la cohésion et de l'esprit de corps entre les arbitres de D3. Cette formation, il s'agit donc d'un stage de recyclage des arbitres donc de la Ligue 3, c'est-à-dire les arbitres donc, qui ont débuté pour certains il y a 2 ans, pour d'autres il y a 3 ans. Donc, qui arbitre déjà des matchs à un certain niveau, mais que le département et la CCA a jugé bon de recycler, en tout cas d'apporter les modifications déjà et d'apporter aussi en tout cas les correctifs par rapport à ce qui a été observé sur le terrain. Les stagiaires ont pu, avec le soutien des instructeurs, développer les capacités pratiques pour la bonne conduite d'une rencontre de football. Cette année, il a été question justement d'essayer de faire des renforcements dans les lois de jeu. Nous avons étudié les challenges, nous avons étudié la faute de main, nous avons fait des exercices intégrés sur le terrain à leur niveau. Et nous avons remarqué qu'il est important d'insister sur la technique de déplacement et de nos jours les meilleures façons de se déplacer pour arriver dans le bon endroit et prendre la bonne décision. Et nous avons également aussi fait des exercices intégrés pour qu'ils puissent arriver là où il faut et savoir prendre la bonne décision. Donc nous avons travaillé aussi sur les fautes dans la surface de réparation et naturellement des aptitudes pour qu'ils puissent travailler au niveau du hors-jeu. Nous pouvons dire qu'en termes de recyclage, physiquement, les préparateurs physiques nous ont rassurés d'une condition physique qui est bien. Lors de ce stage, un examen de passage au grade de ligue a été effectué. Sur les 46 stagiaires, 21 ont obtenu 12 de moyenne, synonyme de réussite. Kirase Zenabou Adana et Bertrand Sawadogo sont les meilleurs. Au sortir de ces 3 jours de formation, je suis vraiment contente parce que j'ai acquis beaucoup de nouvelles choses. J'ai appris beaucoup avec les anciens, avec les instructeurs et je suis contente parce que j'ai compris ce qu'ils ont dit et j'ai été la meilleure des dames. Mon objectif dans l'arbitrage, c'est de pouvoir représenter le drapeau du Burkina Faso dans l'international. C'est vrai que je suis le premier, mais avec le résultat final que le présentant n'est pas assez bon. Donc ma joie, je ne peux pas l'exprimer, bon, puisque le résultat n'est pas assez bon comme ça, je peux l'exprimer, mais au fond de moi, je retiens beaucoup de choses que dans les échanges à venir, on va donner le meilleur de nous-mêmes pour que nos formateurs soient contents de nous et pour que la fédération ait confiance en nous et que le Burkina Faso ait des représentants dans les compétitions internationales à venir. Mon ambition dans l'arbitrage est d'aller le plus loin possible, être international et représenter fièrement le Burkina Faso dans les compétitions internationales. Notons que ce stage se déroulait simultanément à Ouagadougou et à Tenkodogo et se poursuivra cette semaine à Bobo-Dioulasso et à Dédougou, toujours au profit des arbitres de D3. Chaque jour qui passe est à lui seul une vie. C'est avec cette citation de Sénèque que prend fin cette édition que j'ai pris du plaisir d'ailleurs à vous présenter. Merci à vous qui nous avez suivis de bout en bout et très bonne suite de programmes sur Savane TV, la télévision des nouvelles idées.